Bonjour les rôlistes, j'espère que vos vacances se sont bien passées. On se retrouve après quelques temps d'absence pour la FAQ de fin de campagne. Je remercie les quelques personnes qui ont posé les questions aux joueurs et à moi-même. Je suis désolé pour ceux qui voulaient entendre les réponses de Malicia, mais il a un emploi du temps de ministre et couplé au congé, il n'a pas pu répondre aux questions. Alors, première question. Une autre campagne est-elle d'actualité? Oui, mais pas sur du Nullbuck. Pour l'instant, je ne dévoile pas le jeu, mais on a commencé à tourner quelques épisodes, et vous en saurez plus sur les différents réseaux quand le montage aura un petit peu avancé. Non, deuxième question, tu as écrit le scénario toi-même, sauf pour celui de la cuite, où tu as pris plusieurs scénarios déjà faits. Alors pour tout ce qui a été diffusé sur YouTube, cela vient de moi. Et au cours de la campagne, j'ai fait un mélange de scénarios originaux et de scénarios qui existent sur le site du JDR de Nullbuck. On va dire que à la louche, il y avait une proportion de 70-30, 70 que j'ai créé et 30% que j'ai pris sur le site. Quel est pour chacun, chacune, MJ inclus, le moment que vous avez préféré au cours de cette campagne? Alors, question pas évidente parce que la campagne a été très riche étant donné la longueur sur laquelle on l'a joué. Et notamment moi avec mon perso, j'ai rencontré beaucoup de joueurs et de personnages, donc pas mal de moments forts. Après, j'en retiens vraiment trois qui m'ont marqué, notamment la découverte du pays de Nug, le donjon fourre-tout bien sûr, qui était une pure création de l'esprit malade de notre MJ adoré. Et évidemment, la fin de la campagne avec l'affrontement du grand méchant et l'accomplissement de ma vengeance pour la mort de mon équipage et de mon capitaine. Mon moment préféré, du coup, je pense que avec, un peu d'hésitation, mais pas trop non plus, je pense que c'est le donjon fourre-tout. Parce que c'est le moi j'aime beaucoup les donjons déjà dans tous les JDR et celui-là, vraiment il était vraiment sympa. Déjà l'ambiance, un peu loufoque, manquait un peu dans la campagne qui était un peu plus sérieuse, à ce moment-là et déjà Buzz, perso incroyable, best perso. Il y a pas la question de meilleur personnage du JD PNJ du JDR, mais je pense que c'est Buzz et après ouais, il y avait plein de salles marrantes, la salle des et notamment ma préférée, c'est la salle des leviers qui sert à rien, qui nous électrocute et qu'on met du temps à savoir ce que ça fait, alors qu'en fait ça sert juste à rien. C'était bien débile, mais non, plein d'autres salles cool. Question pas évidente du tout parce que j'ai vraiment apprécié la campagne dans son ensemble. Mais s'il y a un moment qui me venait en tête, j'aurais dit le scénario que j'ai fait pour le pays de Nug. Ouais. Parce que étant un grand fan du Japon autant moderne que médiéval, lorsque j'ai lu le bestiaire des environs de la Terre de Fang et que j'ai lu ce qui concernait le pays de Nug, je me suis dit il faut que je fasse quelque chose dans cette contrée. Et franchement, ça a plutôt été bien apprécié. Un mélange. Le scénario, c'était un mélange de politique, de magie, trahison, combat, et à la fin, un plot twist. Et tout ça, bien sûr, dans une ambiance nalbuckienne. Mon seul regret, c'est que j'ai décidé de faire les enregistrements des vidéos après justement avoir fait le scénario au pays de Nug. Et en y repensant, ça aurait été vraiment sympa à vous montrer. Ida, quelles ont été les décisions fortes des PJ auxquelles tu ne t'entendais pas lors de cette campagne? Alors déjà, clairement, le fait que Malicia ait téléporté la dague à la fin. Ça, j'étais en PLS sur mon siège. J'étais... Ah, bon, c'est pas prévu. J'avais prévu de conclure la campagne aujourd'hui. Qu'est-ce que je fais? Il a fallu que je vois avec les joueurs en off après la session pour savoir ce qu'on allait faire. J'aurais demandé si vous voulez qu'on continue ou alors, comme c'était initialement prévu, qu'on conclue parce que nos emplois du temps avaient de plus en plus de mal à concorder. Euh,
Il y en a qui étaient encore dans les études, d'autres qui travaillaient, qui avaient des horaires totalement décalés. Donc il fallait qu'on remette ça au point. Et on a décidé de quand même terminer la campagne en faisant une conclusion où j'ai posé des questions aux joueurs sur ce qu'ils voulaient faire. Et, euh, et voilà. La deuxième décision forte des PJ, on va dire on va dire que c'était plutôt drôle au niveau de mon point de vue. C'était Adlan Edel, le prêtre de Dlul, qui voulait réunir les statuettes de Glandalfera et qui a manipulé tous les autres joueurs pour parvenir à ses fins. Son seul but, c'était vraiment de les réunir et de faire d'arriver au bout de la prophétie. Donc il dépensait chaque centime qu'il avait, chaque pièce pour aller dans son objectif, payer des gens qui faisaient croire aux autres joueurs qu'ils avaient entendu ça et là, ça et ça. Donc ils y allaient, ils savaient que la statuette était là-bas. Enfin, ils manipulaient vraiment tout le monde. Ça a duré, euh, ça a duré longtemps hein, quand même. Et à la fin, son personnage, il croyait que une des personnes l'avait capté. Du coup, il a tout révélé, il a révélé le poteau rose, etc. Et en fait, eh ben, il s'est rendu compte que personne n'avait capté. Et puis son joueur est... Enfin, du coup, Adanidel est parti du groupe, il s'est enfui. Et en fait, ben, vu que personne n'avait capté, il aurait pu encore continuer. Ben, tant pis. En tout cas, c'était très drôle de voir la tête des joueurs lorsque ça a été révélé. Et après, d'autres moments qui m'ont plu, il y en a vraiment beaucoup. Des moments qui m'ont marqué. Mais je vais m'arrêter là parce que sinon la vidéo elle va s'appeler Les décisions du PJ qui m'ont surpris, OMG, vous n'allez pas en croire vos oreilles. Donc on va s'arrêter là pour cette question. Alors que se serait-il passé si Saada était parvenu à ses fins? Donc si Saada était parvenu à ses fins, il se serait planté du coup avec la dague dans lequel résidait le pouvoir de Xor. Hélas, le pouvoir étant trop puissant pour elle, son corps il aurait pas supporté, il aurait commencé à muter à une sorte de d'araignée géante, mi-araignée en fait, et le bas araignée, le haut salada. Effectivement, elle aurait eu beaucoup de pouvoir, elle aurait une force digne d'une déesse, mais ça n'aurait pas propulsé au rang de dieu en terre de fang, on va dire. Suite à ce trop grand pouvoir qui pouvait pas être déversé en elle, elle aurait été dans la nature, et ça aurait ouvert une sorte de faille qui l'aurait fait passer dans un autre monde, sans doute le même que Saphir. Comme ça, on aurait pu retrouver les deux, peut-être dans une campagne future. Ensuite, au niveau de Malicia et Philippe, ben, Malicia et Philippe ils seraient revenus en héros. Malicia, elle aurait été couronnée reine et Philippe, il serait devenu grand prêtre d'Adati, enfin, le rang maximum au niveau des prêtres d'Adati. Il aurait dirigé l'église sûrement. Après, il aurait fallu que je voie avec eux, j'en aurais discuté avec eux pour faire une conclusion qui convenait à tous. Mais dans l'absolu, c'est ce que j'avais pensé. Ensuite, question suivante. Saphir, si tu avais survécu dans ton monde d'origine, quelle vie aurais-tu choisi? Alors, si j'avais survécu, j'aurais passé le reste de ma vie à poursuivre la quête personnelle qui guidait mon personnage depuis le début, et qui était de retrouver le trésor perdu du roi pirate. Donc, quête que j'avais d'ailleurs commencé à accomplir étant donné que j'avais réuni le grimoire m'indiquant comment réunir 10 bagues qui me donneraient l'accès à l'emplacement du trésor. Et j'étais actuellement à 4 bagues. Voilà. Et d'ailleurs, lors des sessions qui ont été filmées, notamment dans le donjon fourre-tout et dans la bibliothèque, quand on recherchait des infos sur Xor et ses généraux, à ces deux moments précis, il y avait un PNJ qui apparaissait pour me donner une bague et donc ça faisait partie de cette fameuse quête. Philippe, regrettes-tu de n'avoir jamais avoué ton inclinaison culinaire à tes parents? Oui, Philippe forcément va regretter toute sa vie, hein. C'est quelque chose, voilà, malgré la distanciation avec ses parents, il les aimait, rien et tout, mais bon, il a dû faire un choix, hein. C'est comme ça, c'est la vie. Et maintenant, toutes les années, il va
sur leur tombe, voilà, se recueillir avec sa famille. Et je me dis, ce jour-là, ils mangent tous vegan, des merguez mais vegan cette fois, pour l'honneur de ses magnifiques parents. Mais en tout cas, il est sûr et certain au fond de lui que il le savait déjà quand il les a vus dans la forêt. Il est quasiment sûr qu'ils l'ont reconnu, mais il peut pas être sûr et certain. Les PJ, duquel de vos deux compagnons étiez-vous le ou la plus proche? Alors, concernant le compagnon avec qui j'avais le plus d'affinité, je dirais que sur cette fin de campagne, c'était plutôt Philippe, car avec Malicia, nos relations s'étaient fortement dégradées étant donné les circonstances et les choix que j'avais faits. Après, si je regarde la campagne dans son ensemble, mon personnage était le plus ancien de l'aventure et avait donc connu et tissé des liens avec d'autres PJ. Et je pense notamment à Salada, qui était l'ancien personnage de Malicia. Et ça a été pour moi une grande surprise de la retrouver plus tard dans la campagne et qui plus est du côté des méchants. Voilà, c'était assez déroutant d'ailleurs au début. Et après, j'ai aussi une grosse pensée pour un Grimm qui a réalisé un beau bout de chemin dans la campagne avec nous et qui savait très bien s'accorder avec Saphir sur son amour des pintes bien remplies et il maniait le sarcasme vraiment virtuose. C'était un personnage qui me faisait beaucoup rire et que j'ai beaucoup apprécié. Bah, du coup, moi, j'ai commencé le JDR assez tard quand même. Je suis arrivé assez tard dans la campagne. Du coup, j'ai pas eu tous les débuts, là où vraiment les liens se créent. Moi, je suis arrivé, vraiment, c'était plus ou moins déjà la grosse merde quand je suis arrivé. Du coup, j'ai pas pu, vraiment nouer de liens, solides, genre, commencer une aventure avec eux. Du coup, ça, c'est un peu dommage. Mais, je dirais, si je devais choisir, je dirais Saphir. Je pense que Philippe était plus proche de Saphir de base. Par son côté chef et tout, vraiment, mais Malicia était trop bizarre. Question suivante. Quel est l'objet qui vous a le plus marqué dans son apparition ou dans son utilisation? Alors l'objet qui m'a le plus marqué de cette campagne, définitivement, c'est mon chapeau magique qui me permettait de repousser les projectiles. Et d'ailleurs, je pense que il n'a pas marqué que moi ce chapeau. Je l'avais acquis essentiellement parce que je voulais que ma pirate ait un chapeau. Et le fait qu'il soit magique, ça a ajouté un petit bonus. Et en fin de compte, il aura vraiment mis des bâtons dans les roues au MJ pendant une bonne partie de la campagne d'ailleurs. Parce qu'il rendait la plupart des attaques à distance inefficaces. Voilà, je réussissais souvent mes jets qui permettaient de rediriger les projectiles et ça embêtait beaucoup notre MJ. Si bien que lors d'une partie, suite à un échec de parade de ma part, il me semble, ou une petite bêtise dans ce genre, mon chapeau tomba. Donc je n'avais plus mon chapeau et il fut mystérieusement récupéré par l'ennemi. D'ailleurs, on en rigole toujours beaucoup parce que ce jour-là, mon désarroi a inspiré un autre joueur qui a fait un petit montage aux petits oignons et ça nous fait toujours beaucoup rire quand on le voit. L'anneau qui annule les échecs critiques, car c'est juste lui qui a carry tout le JDR et qui a fait gagner à la fin. C'est juste le meilleur objet, il y a pas de débat. Donc, comme l'a dit Saphir, c'est son chapeau. Donc, à la fin, clairement, j'en pouvais plus. Si j'ai un conseil à donner aux MJ qui écoutent cette vidéo, ne donnez pas l'occasion à vous joueurs d'avoir un chapeau qui repousse sur 1, 2, 3, 4, sur un D6, qui repousse chaque projectile, magique ou non magique. Grosse erreur. Ça va vous pourrir certains fights, ça va les déséquilibrer, surtout que du coup les gens étaient obligés de l'attaquer du coup au corps à corps à Saphir, et Saphir au corps à corps 4 bras, c'était mortel. Donc surtout ne faites pas ça, ou alors faites en sorte qu'il y ait des malus, mais juste comme ça, non. Le deuxième objet qui m'a marqué, c'est le panier qui change tout ce qu'on met dedans en nourriture. Ça m'a permis de faire voyager les joueurs là où je voulais qu'ils y aillent. Je faisais entendre des rumeurs comme quoi il avait été aperçu là-bas, donc vu qu'il voulait le récupérer parce qu'il avait déjà eu, mais Salada l'avait donné à des prostituées mais n'avait rien dit à personne. D'ailleurs, merci. Ça a permis que je les oriente vers là où je voulais qu'ils aillent sans qu'ils s'en rendent compte.
Et la dernière question, c'est as-tu des conseils pour un mage de combat débutant souhaitant aller jusqu'au niveau 8 sans mourir? Donc moi, de ce que j'ai pu voir avec Malicia, c'est d'oublier déjà tous les sorts qui font plus de 3 assauts. Déjà, c'est long en tant que joueur d'attendre 3 tours. Et si ça loupe, et on a attendu 3 tours pour rien, ça fait un peu rager. Il faut aussi s'armer de bagues, de colliers, de broches, une bague à chaque doigt si ton MJ te l'autorise, afin d'économiser le mana, rendre les sorts plus puissants, enfin tout ce genre de trucs. Un bon bâton aussi. Et puis ce qu'avait fait Malicia, par contre, elle avait rien mis dans sa vie, elle avait tout mis dans le mana. Et après, elle s'était armée de protection magique et ça a bien marché. Mais par contre, il valait mieux pas qu'elle se retrouve au cœur du combat. Eh bien, merci d'avoir écouté cette petite FAQ. Vous pouvez me suivre sur mes différents réseaux qui sont Twitter, Instagram, Facebook. J'essaierai d'être d'ailleurs un peu plus régulier. Je vais essayer. Au moins, vous aurez quand même des nouvelles quand la prochaine campagne va sortir. N'hésitez pas, du coup, pour ne rien louper, à vous abonner. Et bonne continuation et à la prochaine.